Bienvenue si vous nous rejoignez, LN24, entre 9h et 10h, c'est le Pour Info, l'heure consacrée à l'analyse, au décryptage, à l'explication d'un fait d'actualité ou d'un phénomène de société. Et aujourd'hui, on s'intéresse au management collaboratif, management coopératif, aux bonnes pratiques managériales, autant de termes qui servent en fait à décrire une même réalité, peut-être le futur du monde de l'entreprise. Nous verrons en quoi ça consiste, quels sont les avantages, les inconvénients, quels sont les problèmes, les forces et les faiblesses du système, les avantages que les employeurs peuvent y trouver, comme les employés. D'ailleurs, c'est bien tout le principe du management collaboratif. On en parle en détail dans un instant avec 3 experts. Juste avant, on fait un détour par les 3 titres qui font ce matin l'actualité de ce lundi 4 novembre. Et un mois après leur désignation, les préformateurs royaux ont rendez-vous chez le roi tout à l'heure. Gerd Bourgeois et Rudy Demotte déposent un rapport sur le bureau du souverain cet après-midi. La contestation continue au Liban. Le Premier ministre Saad Hariri a bien démissionné, mais son gouvernement continue en affaires courantes. Plusieurs milliers de personnes réclament toujours la chute du régime. Les enfants d'un djihadiste belge ont été enregistrés en Turquie. Le père de ces enfants avait été condamné en 2015 à 5 années de prison après le procès Sharia for Belgium. Et voilà, on peut maintenant parler de management collaboratif, de management coopératif avec 3 invités. Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour. Séverine Delaouzet, vous êtes manager ressources humaines chez Cofidis Belgique. Oui. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup. À côté de vous, Michel Allais, Deputy CEO chez Partena Professionnel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup également. Et en face, Laurent Ledoux, Managing Partner chez Fusis. Et vous êtes organisateur, entre autres, d'un sommet aujourd'hui à Bruxelles consacré au management collaboratif. Alors ma première question va peut-être vous sembler très bateau, un peu facile, un peu premier degré, mais c'est quoi le management collaboratif ? Mais pour le dire en une phrase, c'est une forme de gestion de l'organisation qui permet à chaque collaborateur de prendre toutes les initiatives qui lui paraissent bonnes pour réaliser les objectifs de l'organisation ou pour y contribuer, et ce dans un cadre qu'il a contribué à définir. Donc c'est casser le lien hiérarchique ? Ça peut passer par le cassage du lien hiérarchique, effectivement. Mais fondamentalement, ce que c'est de donner à chaque collaborateur un espace dans lequel il peut effectivement prendre des initiatives, mais ce de façon coordonnée. Et les mécanismes de coordination qu'on met en place remplacent la structure hiérarchique classique. C'est vous qui appliquez ce genre de management dans les sociétés dans lesquelles vous travaillez. D'abord, c'est difficile à mettre en place. C'est pas spécialement difficile, c'est surtout confrontant au départ. Parce que c'est un changement culturel, des habitudes qu'on a qui sont ancrées depuis des années dans les entreprises où le management décide et l'équipe exécute, entre guillemets, les tâches qui sont demandées. C'est vraiment un changement de culture, de se dire que chacun retrouve du sens en fait dans son job au quotidien, a du coup un périmètre d'autonomie et de responsabilité beaucoup plus clair et qui fait qu'on a tous un objectif commun et collectif qui est rencontré par tout le monde et donc qui donne vraiment du sens dans le travail au quotidien. Ce qui, vous dites que c'est parfois difficile à mettre en place comme ça, c'est plus difficile avec qui ? Avec les employeurs ou avec les employés ? C'est plus difficile en tout cas pour chez nous, je ne sais pas si c'est la même chose chez Partena, nous le plus compliqué ça a été au niveau des managers. Parce qu'il y a au départ un sentiment de perte de pouvoir, entre guillemets, parce que le rôle change. On passe d'un poste de leader plus directif à un poste de leader plus accompagnateur, plus manager-coach qui va aider les équipes à se développer, à inclure tout le monde dans les décisions, etc. Donc voilà, c'est plus le poste du manager qui est le plus bousculé, je dirais, au sein de notre organisation en tout cas. Chez Partena, c'est effectivement le cas aussi ? Je confirme, presque mot à mot, c'est exactement la même situation. Par contre, chez nous, c'est le résultat d'un cheminement. On n'est pas arrivé sur le management participatif ou la gouvernance collaborative du premier coup. Il y avait une volonté réelle de changer les façons de faire, rapprocher le collaborateur du client, en fait, d'une part, et de redonner du sens à ce que font les gens dans des organisations qui sont grandes, complexes. C'est parfois difficile de savoir pourquoi on vient travailler le matin. Et donc, c'était 2 objectifs fondamentaux qu'on a poursuivis en
en mettant en place cette approche de gouvernance collaborative. Mais on a fait tout un cheminement en faisant des formations sur le leadership, etc. Par contre, là, dans la mise en place du management collaboratif avec une méthode bien spécifique dont on reparlera certainement, l'holacratie, on est dans une mise en place d'efficacité. Donc, difficile, non. Disruptif, très certainement. Laurent Ledoux, vous, c'est une technique de management que vous appliquez déjà depuis un moment. C'était quoi l'idée de base au départ? Vous vous êtes dit, il y a moyen de faire les choses autrement et il y a peut-être d'autres pistes à aller explorer? Écoutez, j'ai eu la chance d'être responsable d'une grosse équipe au sein d'une grande banque dans laquelle il y avait quand même pas mal de problèmes, effectivement aussi de satisfaction client, d'engagement des collaborateurs, et on m'a en fait donné carte blanche pour pouvoir réorganiser les façons de travailler. Et dans le même temps, j'ai eu la chance de rencontrer Isaac Getz, qui est un des gourous de ce type d'approche en France et dans le monde, je dirais, qui a écrit Freedom Inc., et qui nous a exposé un peu les manières de faire de différentes grandes entreprises de par le monde qui appliquent ces principes. Parce que ce n'est pas vraiment une technique, c'est plutôt un certain nombre de principes, une philosophie, si l'on peut dire, du management qui vise à fondamentalement veiller à ce que 3 grands principes et 3 grands besoins psychologiques des êtres humains soient satisfaits au travail, qui sont d'une part l'inclusion, c'est-à-dire, je me sens faire partie d'une équipe, j'ai un rôle dans cette équipe, je suis reconnu dans cette équipe. Deuxièmement, c'est effectivement l'autonomie, je peux prendre des initiatives dans les rôles que l'on m'a confiés. Et troisièmement, je sens que je peux me développer en tant que personne au travers de mon travail. Et voilà, en fait, plus qu'une technique, c'est une philosophie qui vise à veiller à ce que ces 3 grands besoins psychologiques soient le mieux satisfaits possible au sein de l'organisation. Après, les façons dont on peut le faire peuvent varier selon les organisations. Et ainsi, par exemple, avec Cofidis, avec lesquels nous travaillons depuis quelques années, et avec Partena depuis plus récemment, les manières de le faire n'ont pas été exactement les mêmes. Parce qu'il y a des spécificités liées à chaque entreprise. On pourra voir justement ça en fonction de chaque entreprise. Je voulais encore revenir on est encore là vraiment dans l'explication de comment ça marche. Il y a 4 piliers, ce qu'on appelle les 4 C qui permettent vraiment de définir le management. C'est quoi ces 4 C? Alors, les 4 C, là c'est une bonne question parce que je ne vois pas exactement les 4 C tels que vous les voyez. Confiance, convivialité, confiance, co-créativité et choix. Ok, ça c'est J'ai un peu fait des devoirs quand même. Vous avez fait des devoirs. Bon, chacun utilise les mots qu'il veut. On les utilise peut-être un peu différemment, mais je vais les reprendre. Alors, confiance, ça correspond à l'autonomie. C'est le pendant de l'autonomie. Pour pouvoir donner de l'autonomie aux gens, il faut leur faire confiance. Convivialité, c'est le pendant de l'inclusion que j'évoquais tout à l'heure. Choix, là, je dirais que c'est lié effectivement au fait qu'on donne de l'autonomie, donc qu'on laisse les personnes qui sont maîtres de leur rôle de faire des choix, après de façon coordonnée, et on pourra expliquer tout à l'heure comment. Et puis le 4e, c'était créativité, je pense. C'est co-créativité. Co-créativité. Et c'est le fait que justement, on développe les règles ensemble. Et ça, c'est très important chez Cofidis, mais ça, Séverine l'expliquera mieux que moi. On a développé ce qu'on appelle un cadre de vie qui est très important. C'est vous, au moment où vous vous êtes dit, on va s'inscrire dans cette démarche-là, c'est quoi l'objectif à la base, vraiment le point de départ de l'impulsion pour se dire, OK, on va changer une façon de faire à ce niveau-là? L'objectif premier, donc il a été choisi par notre directrice générale à l'époque, qui était Céline Motte. C'était vraiment de redonner un nouveau souffle afin de gagner en efficacité, que les gens retrouvent du plaisir au travail et, in fine, pour que ça transparaisse également dans le contact avec nos clients, puisqu'on a, nous, tous fait à distance. Donc il fallait vraiment redynamiser toute cette chaîne-là, je vais dire, du plaisir, du collaborateur, du bien-être au boulot, pour le redonner aux clients à la fin. Avant de voir justement comment ça s'est mis en place chez vous, encore une question relativement générale, est-ce que c'est pas profondément quelque chose d'époque et de génération peut-être aussi? Moi, quand je regarde autour de moi, je compte pas le nombre de personnes ce que vous disiez tout à l'heure, l'importance de trouver un sens dans son travail. Ça, c'est quelque chose qui est profondément d'époque aujourd'hui. Oui. Par contre, la façon dont on le met en place varie très fort. Et je pense que c'est extrêmement important d'être authentique dans la mise en place de cette recherche de sens et de bien-être au travail.
Alors, je pense que je vais prendre un cliché. On voit apparaître un peu partout des baby-foot dans les entreprises. Ouais. Ça, à mon avis, c'est le contraire de la mise en place du bien-être au travail. On crée une espèce d'écran en donnant des artifices au personnel et en disant, voilà, regardez, on prend soin de vous, etc. Le management participatif, la gouvernance collaborative, c'est quelque chose de complètement différent. S'il y a un baby-foot, tant mieux. C'est ce qu'ils ont acheté avec un budget qu'on leur a donné pour se créer un cadre de vie, justement, mais c'est leur choix. Il y en a qui ne vont pas acheter de baby-foot, qui vont simplement acheter 2 fauteuils, une table chez Ikea, etc. Donc, je pense qu'il est extrêmement important d'être authentique et de partir justement des valeurs. Nous, le point de départ, ça a été la transformation d'une organisation pour coller à notre mission. Il y a quelques années, nous avons choisi de mettre sur la table la mission très simple, entreprendre avec les entrepreneurs. C'est donc créer de l'emploi et faciliter le développement de l'emploi, ce qui suppose que tous nos collaborateurs se comportent eux-mêmes comme des entrepreneurs. Alors, dans des organisations qui, à côté des services de consultance et d'outsourcing, ont des métiers très traditionnels liés à la sécurité sociale, on s'est toujours focalisé sur le développement d'expertise et beaucoup trop peu, finalement, sur le besoin du client. Et pour mettre en place des réflexes d'entrepreneurs, c'est extrêmement compliqué sans changer l'organisation. Et donc, on est passé par beaucoup de chemins. On a lu beaucoup de bouquins, notamment Reinventing Organizations de Laloux, très intéressant. Mais dès le départ, nous avons décidé de ne pas travailler avec des gourous, de ne pas appliquer de théorie, de ne pas faire un projet spécifique avec l'approche traditionnelle d'un projet et d'avoir une approche beaucoup plus inclusive, justement, où les gens définissent eux-mêmes la structure de l'entreprise. Et donc, après avoir fait beaucoup d'efforts sur le leadership, etc., on a demandé une dizaine de collaborateurs qui venaient de tous les niveaux de l'entreprise et de toutes les expertises de l'entreprise, de définir ce que pourrait être une structure autour du client. Ils sont partis une petite semaine en séminaire et ils sont revenus avec une proposition qu'on a acceptée sans l'amender. On a dit, vous êtes parvenus à résumer en 5 jours toute la stratégie, toute la philosophie, tout le rôle sociétal, et donc on va faire ce que vous avez vous proposé. Ils étaient eux-mêmes surpris. On a dit mais non, on va essayer et puis on verra bien. Et donc ce modèle, il est en train de se mettre en place. Il va changer, il sera sans aucun doute amendé, mais systématiquement avec l'input du terrain. Nous ne décidons rien en termes de structure ou d'organisation sans impliquer les personnes qui sont à la base du projet, base qui ne fait que grandir. Aujourd'hui, on a 6 équipes qui sont dans cette nouvelle forme de collaboration autour du client et ça concerne à peu près 100 personnes. C'est ça, il y a vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel à retenir dans ce que vous avez dit là, c'est le côté... Garder de l'importance dans l'individu et dans la décision individuelle des employés, par exemple. L'exemple que vous donniez avec le baby-foot, leur mettre un baby-foot, c'est les obliger à s'amuser, entre guillemets. C'est leur dire, regardez, on vous a mis un baby-foot, quand même, vous allez arrêter de rire, vous êtes quand même bien par rapport à d'autres. Et donc après, les employés, même s'ils ne se sentent pas bien, se sentent un peu obligés, et on limite une pression supplémentaire, de se dire, mais enfin je travaille dans une entreprise avec un baby-foot, c'est quand même pas si mal. Juste avant de faire déjà une première pause, c'est quoi les avantages, Laurent Ledoux, de ce genre de technique de management? Alors les avantages, en fait, ils sont liés à votre question de savoir pourquoi aujourd'hui ça prend et il y a une demande pour ce type de management. C'est d'une part que ça répond mieux qu'une hiérarchie classique à la complexité croissante des business. Et ça, il y a toute une série d'études qui le montrent, qui montrent qu'effectivement, dans une situation complexe, un management centralisateur hiérarchique est beaucoup moins efficace qu'un management décentralisé qui responsabilise l'ensemble des acteurs. Donc ça, c'est une première raison fondamentale à mon avis. La deuxième, c'est qu'on constate effectivement que, vu l'état de notre société, la façon dont fonctionne l'économie aujourd'hui et le business, c'est que beaucoup de collaborateurs ne trouvent pas de sens dans leur travail. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire un manque d'inclusion, d'autonomie et de développement personnel. Eh bien, justement, ce type de management peut contribuer à changer cela. On le voit par exemple, aujourd'hui, les résultats de Gallup en termes d'engagement du personnel sont extrêmement préoccupants et sont en chute libre depuis des années. Il n'y aurait, selon Gallup, que 10% du personnel
en Europe qui est vraiment engagé dans son travail. Les autres attendent soit qu'on leur donne des autres, soit sabotent carrément le travail de leurs collègues parce qu'ils sont frustrés justement qu'on ne leur donne pas suffisamment d'autonomie. En ouvrant les choses, eh bien, on voit que l'engagement des collaborateurs se remet à travailler. Non pas parce qu'ils se sentent motivés par la carotte ou le bâton, mais parce qu'ils trouvent du sens à ce qu'ils font. Ça, je me fais évidemment un petit peu l'avocat du diable, mais ça marche vraiment ou c'est de la très belle théorie dans des très jolis livres? Écoutez, en tout cas, il y a en tout cas suffisamment d'exemples qui montrent depuis bien longtemps que ça marche. Je vais en prendre simplement un, Gore, ceux qui font Gore-Tex, etc., créés en 1958. Ils sont aujourd'hui 10 000. Ils ont toujours la culture du départ, d'engagement, d'autonomie, etc., et des résultats financiers tout à fait honorables, voire extraordinaires. Et il y a plein d'autres exemples comme cela de par le monde, à la fois dans le secteur public, non marchand ou privé. Donc il n'y a pas de raison de croire que ce ne soit pas possible et que ça ne marche pas. Simplement, c'est pas facile et on va sûrement en débattre par après. Justement, le management collaboratif, ce n'est pas si facile. Comment fait-on pour mettre en place un tel système dans des entreprises dont il faut parfois changer un petit peu la philosophie, les façons de faire et les idées reçues que peuvent avoir le personnel? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce Pour Info, juste après une petite pause. La deuxième partie de ce Pour Info consacrée au management collaboratif, au management coopératif, à cette nouvelle façon de faire vivre des entreprises. On en parle avec 3 experts et justement, on va déjà tout de suite voir, on a discuté un petit peu en première partie de ce qu'était le management collaboratif. Après, on l'a dit, c'est comme le disait Laurent Ledoux, c'est des principes, c'est une philosophie. Il n'y a pas une règle établie, un espèce de petit carnet du management collaboratif avec les bonnes pratiques, comment il faut faire, etc. Vous, Séverine Delahoussaye, manager, je rappelle, ressources humaines chez Cofidis Belgique, ça a été, on a discuté tout à l'heure, ça a été un petit peu compliqué à mettre en place. Pourquoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il a fallu faire d'abord? Ce qui était compliqué, c'est quand notre directrice générale nous a annoncé qu'elle avait lu le bouquin de Lalou et qu'on allait mettre en place ça chez nous. Le principe était génial et qu'elle voulait mettre ça sur pied. C'était vraiment la nouveauté qu'on avait. Et là, on l'a tous regardé en disant ça va pas aller parce qu'elle avait un style de management extrêmement directif. Et donc on a dit bon, ça va lui passer, dans un mois ou deux, ce sera un autre projet, voilà, on va... Mais non, elle a tenu bon. Elle a tenu bon. À ce moment-là, on a rencontré Laurent parce que Céline ne voulait pas, justement, un peu comme l'expliquait Michel tout à l'heure, d'un consultant qui arrivait avec sa méthode toute faite, etc. Donc on a choisi Laurent à ce moment-là parce que Laurent venait de quitter le ministère et donc était un manager qui avait vécu cette transformation culturelle. Et donc petit à petit, on a mis ça en place. On a démarré au départ avec ce qu'on a appelé le projet Ensemble pour construire. Donc on a démarré des ateliers maçons. Donc c'est un peu bizarre parce que voilà, on reconstruisait une nouvelle maison, une nouvelle entreprise ensemble. Et donc on a demandé aux collaborateurs qui avaient envie de participer à ce projet de nous rejoindre. Donc on a organisé des sessions d'infos pour expliquer un petit peu c'était quoi le management collaboratif. Comment ça marche, vous aviez l'intention de mettre en place. On a quand même un peu plus de 100 collaborateurs qui ont émis le souhait de nous aider sur ce projet par rapport à 400. J'allais dire oui, sur combien? Sur 400, plus ou moins sur 4 oui. Voilà, qui sont dit, ça a l'air pas mal leurs nouvelles idées, là on va aller voir ce que c'est. Et donc on les a fait travailler sur leurs irritants, sur ce qui perturbait leur quotidien, voilà, sans contrôle, je vais dire, du comité de direction, ni des managers. Voilà, ils ont pu s'exprimer via une application à l'époque complètement anonyme sur leurs irritants. J'imagine que c'est hyper important, ça, et que ça participe à la philosophie du truc, que garder un espèce d'anonymat pour libérer la parole, c'est la base du projet. Au départ, c'est essentiel. Maintenant, c'est plus du tout nécessaire parce que ça a été le plus gros point sur lequel on a travaillé chez nous, c'est la libération de la parole, le oser dire, oser s'exprimer sans avoir peur de représailles, d'être sanctionné ou autre. Donc, on a travaillé sur cette philosophie-là pendant un peu plus d'1 an et ça a vraiment porté ses fruits puisque maintenant les collaborateurs osent sans aucun souci exprimer leur opinion et leur accord ou leur désaccord. Voilà, c'est pas toujours s'exprimer n'est pas toujours négatif, c'est toujours aussi mettre en avant ce qui va bien et aussi dire ce qu'on pourrait améliorer, quoi. Michel Allais, chez Partenaires Professionnels, c'est le même genre d'initiative à la base ou c'est complètement différent? La démarche a été différente. Donc on est parti de la mission, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis
on est arrivé à la conclusion qu'on devait travailler sur le leadership et qu'on devait responsabiliser l'ensemble de l'entreprise, toutes les équipes, ce qui fait quand même à peu près une centaine d'équipes, et leur faire prendre plus d'autonomie. Et en fait, on s'est rendu compte que ça, c'était très compliqué parce que quand on a une structure hiérarchique très forte et établie depuis longtemps, depuis plus de 50 ans, l'entreprise existe depuis 1946, c'est extrêmement compliqué en fait. Et donc, vous pouvez envoyer les gens en formation, en séminaire, ils reviennent dans l'organisation qui n'a pas changé. Et donc, ils retrouvent leurs anciennes habitudes avec un manager qui n'a pas changé ses habitudes. Et donc, on s'est rendu compte que cette manière de faire, c'était pas la bonne manière de faire. Et donc, à un moment donné, on a lancé un petit projet avec une équipe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a réfléchi pendant 5 jours à comment définir une nouvelle forme d'organisation. Et puis, on a décidé de se faire accompagner. Justement pour créer un cadre qui soit un vrai cadre et pas une liste d'Excel avec des... avec 4 points améliorés, des points améliorés, des droits, etc. Donc, on a mis tout ça de côté. On a lu Laloux, on s'est dit c'est bien, mais voilà, c'est pas pratique, c'est pas comme ça qu'on va changer l'organisation. Ça, on peut pas l'appliquer directement à notre quotidien, notre réalité. Et puis, nous avons vu plusieurs fournisseurs et en fait, il y avait deux catégories de personnes et d'organisations qui pouvaient nous accompagner. Il y avait les gens qui ont l'habitude de mettre en place des nouveaux systèmes ou des nouvelles structures organisationnelles. Et on s'est dit ce ne sera pas suffisant parce que ce n'est pas seulement un problème d'organisation, c'est aussi un problème de culture. Et donc, on a choisi Laurent et son équipe parce que justement, ils ne viennent pas avec une théorie, une structure et des systèmes standards. Ils comprennent les besoins de l'organisation, mettent en place quelque chose qui est personnalisé, qui colle vraiment aux besoins du terrain et nous aident à travailler sur la culture. Et la culture, c'est ce qu'il y a de plus important. La stratégie, faire la stratégie, c'est pas compliqué. Il y a un proverbe anglais qui dit que la culture mange la stratégie pour le petit déjeuner. Et je pense que c'est exact. Ça fait des années qu'on a une stratégie qui est claire et que tout le monde comprend par ailleurs. Mais qui est difficile à vivre parce que la culture n'a pas été suffisamment transformée et parce que l'organisation n'a pas été adaptée pour donner à chacun la possibilité de se comporter justement comme un entrepreneur. C'est Laurent Ledoux, comme le disait Michel Allais, l'objectif, enfin pas l'objectif, mais la condition peut-être pour être sûr de réussir cette transformation managériale, c'est effectivement, comme on le disait, à un moment de tout changer et pas juste se dire on va changer 2-3 petits trucs, 2-3 petites adaptations, mais comme le disait Michel Allais, si le manager continue à utiliser les mêmes pratiques, les mêmes techniques, même en changeant 2-3 petits trucs dans l'organigramme, le résultat sera nul. Absolument. Et justement, je pense que Séverine et Michel l'ont bien dit, il y a une question de transformation qui commence par une transformation personnelle du top management. Dans le cas de Cofidis, clairement, comme l'a dit Séverine, Céline Motte avait vraiment cette volonté de changer. Elle venait effectivement elle-même avec un passé de management très directif, mais elle voulait évoluer. Et ça, c'était la condition sine qua non pour que ça puisse évoluer. Dans le cas de Partena, Michel en est l'exemple vivant. C'est quelqu'un qui veut vraiment, qui travaille sur lui-même pour pouvoir, en fait, incarner la transformation qu'il veut voir dans toute son entreprise. Et ça, c'est vraiment le point clé de tout ce type de transformation. S'il n'y a pas une volonté claire et authentique du top management d'aller dans cette direction, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. C'était vraiment le côté où il faut que tout le monde adhère au projet. Évidemment, les employés, il faut... Alors peut-être pas tout le monde, mais que les gens qui y participent y croient à 100%. Je dirais que c'est même pas ça. C'est qu'il y ait une impulsion authentique et crédible du top d'aller dans cette direction. Et après, je vais dire par presque contamination positive, ça se dissémine dans le reste de l'organisation. Alors c'est pour cela, et autant chez Cofidis que chez Partena, nous avons beaucoup travaillé au départ avec le comité de direction pour être sûr que celui-ci évolue. Alors tous ne sont pas au même niveau de maturité pour aller dans cette direction, mais on sent qu'il y a une volonté malgré tout et qui se renforce avec le temps. Mais ça, là aussi, ils pourront le dire mieux que moi. Et justement, Séverine Delehoussé, comment ça avance après ? Vous l'avez expliqué, il y a au départ ces groupes de travail, on réfléchit sur tout ce qui est les côtés irritants, etc. Et
Et puis comment ça évolue, comment ça avance pour qu'au final, on en arrive à mettre en place des nouvelles techniques de management? C'est tout un processus, évidemment. Suite à ces ateliers, des propositions ont été faites. Donc, déjà, une première difficulté, je vais peut-être revenir, parce que je pense que c'est important aussi pour les organisations qui auront envie de se lancer là-dedans, c'est qu'on avait dit, on fait des groupes avec les collaborateurs, maintenant, on avait décidé, l'autonomie, les responsables vont tout décider. Mais en fait, à ce moment-là, les collaborateurs, ils sont perdus, parce qu'on ne leur a pas appris. Parce que là, ils ne savent pas encore comment faire. Comment je vais faire? Donc là, c'est des choses auxquelles on apprend aussi, puisque il n'y a pas de bouquin écrit tip-top sur ce qu'il faut suivre comme mode d'emploi. Hein. Donc c'est d'abord se dire comment on travaille ensemble, comment on décide qui va porter la parole, parce que dans les groupes, il n'y en a pas 50 qui vont aller proposer leurs idées. Il y a toujours de toute façon des profils qui se dégagent. Ensuite, toutes les propositions ont été mises en place. Certaines ont réussi plus que d'autres, en fonction de l'ampleur aussi, des choses qui étaient plus concrètes et donc plus rapides à mettre en place. Un exemple qui a été très très vite, et on en parlait justement avec Michel qui a eu la même chose, c'est au niveau des gestes commerciaux. Donc en fait, on a nos conseillers commerciaux au téléphone. Pour un geste commercial, devait, pour un tel montant, avoir l'accord du manager, un montant plus gros du chef de service et un montant plus gros, surtout la signature du directeur. Et en fait, on s'est rendu compte que le conseiller, il allait chez le manager qui signait, l'autre signait, et personne en fait ne regardait vraiment ce qu'il y avait dans le contenu. Pourquoi? Parce que celui qui savait pourquoi il demandait un geste commercial, c'était le conseiller. C'est lui qui connaissait son client, son dossier, et il n'allait pas demander toutes les 5 minutes un geste commercial. Oui, et il ne pouvait pas réexpliquer aussi, j'imagine, à toute sa hiérarchie, expliquer le cas de chacun. Alors ça, ce client-là, c'est vraiment un bon client parce qu'on n'a pas le temps et qu'à un moment, il faut bien être efficace. Et donc, un exemple concret, c'était de dire, vous êtes responsable et autonome dans votre mission. Si vous estimez qu'un geste commercial doit être fait vis-à-vis de ce client-là, allez-y. Et donc là, au départ, ça a été un peu... Quand ils ont j'imagine qu'au tout début, il doit y avoir un peu de peur, un peu de stress en disant mais est-ce que je suis légitime pour vraiment décider ça? Et au final, il y avait la crainte aussi d'autres collaborateurs et de certains managers aussi. Oui, mais les budgets vont exploser, s'ils peuvent faire des gestes commerciaux comme ils veulent, les personnes ne vont contrôler, etc. Au final, non. Le budget, il a même diminué. Mais les gestes commerciaux qui sont faits, ils sont vraiment faits parce qu'il y a une vraie nécessité, que le collaborateur a estimé qu'il fallait faire un geste vis-à-vis du client. Et donc ça, c'est une des choses pour moi les plus importantes qu'on ait réussi à mettre en place, quoi. Et puis comment ça continue à évoluer après Ensuite, on avait beaucoup de demandes des collaborateurs d'avoir un cadre. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, il reste quand même toujours un truc on peut supprimer les cadres et plus ou moins supprimer les hiérarchies. Perturbé avec ça parce que c'est l'être humain a besoin d'être rassuré. Donc au départ Céline avait dit non, elle a dit non, ça va évoluer, etc. Je me rappelle d'une phrase en séminaire, il y avait un manager qui a dit mais Céline ça va pas, je m'excuse de l'expression mais c'est le bordel. Et elle a dit c'est normal. C'est que ça marche, c'est que ça prend, c'est que ça fonctionne, c'est qu'on commence à casser les barrières, les contrôles qui sont en place, etc. Et donc, on a décidé avec un groupe de collaborateurs, parce que la demande était vraiment là, de tous horizons, on avait une dizaine de personnes et on a créé avec eux en une journée notre cadre de vie. Donc, qui reprend les principes d'autonomie, mais nous, on a rajouté autonomie responsable. Il y a l'inclusion de tous et le développement de chacun, avec chaque fois des balises et des indicateurs, on va dire, pour pouvoir définir un petit peu les règles du jeu, la confiance par défaut, le droit à l'erreur, parce que c'est facile de dire on ne veut plus d'erreurs. Mais forcément, si on ne prend pas d'initiative, il n'y aura jamais d'erreur, ça c'est certain. Et ce n'était pas du tout la philosophie qu'on voulait mettre en place. Donc ce jour-là, on a travaillé différemment. On n'a pas travaillé autour d'une table de réunion avec un PowerPoint classique, etc. On a travaillé uniquement en atelier de différentes techniques qui ont été proposées. Et on a travaillé avec un facilitateur graphique. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, c'est-à-dire qui nous a accompagnés tout au long de la journée et a dessiné un petit peu tout ce qu'on avait, toutes les idées qui étaient ressorties, pour au final en faire une synthèse qu'on a présenté le jour même au comité de direction à chaud. Donc ça aussi, c'était nouveau parce que on prépare d'habitude, si on va au comité de direction, on prépare, on répète, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Et là, c'était pas pour une question d'agenda, c'était aussi pour c'était une volonté on reste dans le un petit peu nos habitudes, et donc on invitait le comité de direction, non pas pour accord, mais pour avis. Et là aussi, c'était un grand changement. Là, c'est aussi un changement.
C'était carte blanche que le comité de direction nous avait donnée aussi au départ dans l'atelier. On n'a pas décidé ça non plus seul dans le coin. On avait carte blanche là-dessus. Donc le comité de direction est venu, a posé quelques questions. On a partagé aussi ça ensuite avec les managers, puisqu'il y avait quand même beaucoup d'impact par rapport à eux. Des choses ont été rajoutées, comme par exemple se donner du feedback et apprendre à recevoir du feedback, parce que voilà, c'est aussi toute une nouvelle technique au niveau de la communication non violente. Et suite à ça, ça a été décliné et présenté non pas par le comité de direction ni par les managers, mais par les collaborateurs qui avaient créé ce cadre de vie au reste de l'entreprise. Et ensuite, on l'a décliné en petit atelier équipe par équipe, parce qu'il y a forcément le cadre de vie de l'entreprise. Mais après, dans mon équipe, ça veut dire quoi avoir confiance par défaut? Ça veut dire quoi développer pour redéfinir un cadre pour chaque équipe, entre guillemets écosystème. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'écosystème, mais quelles sont nos règles du jeu en interne, puisque maintenant tout le monde est garant des règles du jeu et plus uniquement le management. Et ça change beaucoup aussi. Michel Allais, comment vous vous situez avec Partena au niveau de cette mise en place des nouvelles techniques? Est-ce que le chemin a été... parce que ça a l'air plutôt plus ou moins tranquille chez Cofidis. Pour l'instant, ça va en tout cas. Est-ce que c'était pareil chez vous ou c'était plus sinueux? Non, je pense qu'il y a beaucoup de points de similitude. Quand j'entends Séverine, c'est extraordinaire le nombre d'expériences communes. Moi, je voudrais faire un arrêt sur mon expérience personnelle. J'ai plus de 35 ans de carrière dans le privé et j'ai travaillé pour une dizaine d'entreprises, cotées en bourse, de la consultance et maintenant des ASBL, puisque Partena Professional, c'est un groupe d'ASBL. Ce sont des styles de management complètement différents. Et je me suis rendu compte, en fait, quand on a commencé à faire les workshops et les séminaires, que je n'étais pas le manager que je pensais. Au niveau de la façon de communiquer avec les équipes dans le comportement vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé pendant de très nombreuses années, une dizaine d'années, dans des structures de consultance, où il y a, par le modèle, si vous voulez, déjà une très grande autonomie. Et je pensais que je me comportais comme je me comportais dans mes jobs précédents. Et en fait, on m'a fait remarquer que j'étais devenu quelqu'un d'extrêmement directif. J'avais pris les faux plis de l'organisation, entre guillemets. Je jouais le rôle dans lequel j'étais. Et donc, c'est ça, à un moment, le chef doit jouer le rôle du chef, et il doit décider, et il doit trancher. Et on est à la fois frustré, agacé à certains moments que certaines décisions arrivent sur votre bureau. Et vous les prenez parce que apparemment personne ne les a pas prises. Et donc la faire redescendre, c'est trop compliqué, c'est pas efficace, et donc vous décidez. Et donc en décidant, vous bloquez toute l'organisation. Parce que la fois prochaine, évidemment, le même problème va remonter jusque chez vous, parce que vous avez donné un signal qui fait croire à tout le monde que vous voulez avoir un point de vue là-dessus. Voilà. Et donc ça a été un travail. Il m'a fallu quand même quelques mois et quelques réunions pour comprendre que je jouais un rôle que je ne voulais pas. Oui, qui n'était a priori pas vous. Ah non, absolument, c'est pas moi. Et en plus, c'est comme ça que je me comportais. Et donc extrêmement directif. Alors on a réfléchi, et là j'ai eu de la chance d'avoir des équipes des équipes de management avec lesquelles j'ai vraiment pu en toute confiance partager de manière très personnelle. Et il y a deux mots qu'on a retenus pour guider toute la transformation. C'est l'exigence, c'est d'être extrêmement clair sur les exigences, sur ce que l'on attend de nos collaborateurs. Et la bienveillance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. La bienveillance, c'est quelque chose qui était inscrit dans la culture de notre entreprise, parce que c'est une entreprise avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité. Par contre, l'exigence, c'était quelque chose qui était à géométrie variable. Ça dépendait des équipes et des endroits dans l'entreprise. Les deux vont de pair. Et une fois qu'on a bien expliqué cela et qu'on est très clair sur les exigences en termes de redevabilité de groupe ou de redevabilité individuelle, les choses sont déjà beaucoup plus faciles et on voit qu'il y a une tendance naturelle chez tous les collaborateurs à prendre les responsabilités qu'on leur a données. Alors, est-ce que c'est une ligne droite ou est-ce que c'est chaotique? Oui, ça dépend des jours. C'est le bordel, on l'a entendu aussi. Et moi, je dis toujours, mais aujourd'hui, il y a aussi du chaos. Mais ce chaos est cadenassé dans une structure. Et donc, vous ne le voyez pas, mais il existe. Aujourd'hui, il est rendu explicite et il est combattu de manière systématique. Et donc, c'est très positif. Après, oui, je sens, notamment, on vient de lancer 4 nouveaux pilotes
Ça touche de plus en plus de parties de l'entreprise. Et donc, les personnes qui ne sont pas encore personnellement impliquées et qui ne sont pas tout à fait informées se posent beaucoup de questions. Oui. Donc, il y a beaucoup de questionnements dans l'entreprise et il faut communiquer en interne de différentes façons. Au niveau de la mise en place, Laurent Ledoux, vous pouvez rebondir d'abord avant. Il me semble qu'il y a quelque chose d'important qui ressort de ce qu'a dit Michel et Séverine, c'est le cadre, l'importance du cadre. Mais il faut bien comprendre que le cadre que l'on met en place dans une structure collaborative, dans une approche collaborative, n'est pas du tout le même cadre qu'une hiérarchie classique qui est rigide et qui est toujours en fait modifié par le sommet de la hiérarchie a priori. Ici, c'est un cadre qui est très souple en fait, qui donne des balises, qui permet aux gens de savoir effectivement jusqu'où s'arrête leur responsabilité, mais en même temps qu'ils peuvent contribuer à modifier en fonction des besoins de l'organisation et des besoins qu'ils ont eux-mêmes. Et ça, c'est très précieux. Donc ça veut dire vraiment qu'on a un cadre, mais qui est souple. Et je crois que c'est cette combinaison d'un cadre rassurant, de balises rassurantes et de la souplesse pour pouvoir s'adapter en fonction des éventualités qui viennent soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, qui fait qu'on a une organisation en fait qu'on appelle vivante et qui n'est plus mécanique où, je vais dire, tous les 2 ou 3 ans, selon les organisations, on change la hiérarchie de manière assez brutale, top-down, et où les gens se sentent un peu ballottés. Ici, non. L'ensemble du personnel est concerné par cette remise en cause du cadre en permanence et de façon coordonnée. Et ça, c'est impliquer tout le monde. Ce que je voulais rebondir aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment un côté, et j'imagine que c'est indispensable, évidemment qu'il y ait une adhésion des gens qui souhaitent y participer, mais surtout de la part du management. C'est qu'il faut une vraie remise en question. Ah oui. Et ça, il faut la saluer. C'est pas donné à tout le monde non plus de pouvoir se dire à un moment, comme vous l'avez fait, dit ok, je regarde un petit peu mes pratiques. C'est pas comme ça que j'ai envie de travailler. C'est pas moi et j'ai envie de changer quelque chose. Ça, il faut. J'imagine que c'est peut-être la pilule qui est la plus difficile à faire passer. Absolument. Je pense que si vous avez cela, vous pouvez réussir quoi qu'il arrive. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez avoir des armées de consultants externes, ça ne marchera pas. Parce que c'est cela qui rend la démarche crédible. Sans quoi, en fait, les gens vous regardent, comme l'a très bien dit Séverine tout à l'heure, ça va passer. C'est une nouvelle mode. Ouais. Non, et c'est vraiment ça. C'est cette remise en question profonde du management qui se met au service de ses collaborateurs, qui lâche son pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a plus de rôle ou qu'il n'a plus de responsabilité, mais qu'il circonscrit celle-ci et qu'il les remet en question avec ses propres collègues. Et ça, ça demande un travail personnel fondamental. Un travail extrêmement important. On continue à parler du management collaboratif, coopératif dans la dernière partie de ce Pour Info, juste après une petite pause. La dernière partie de ce Pour Info consacrée au management collaboratif, au management coopératif. Est-ce qu'il y a on a parlé beaucoup de la mise en place du système, des avantages évidemment. Après, est-ce qu'il y a des inconvénients aussi? Est-ce qu'il y a des défauts à ce système? Les inconvénients, je dirais pas, peut-être des... Soyez honnête, comme si vous étiez dans un workshop de management collaboratif. Je suis toujours honnête et Votre authentique. parole est libre, il ne faut pas avoir peur. Je dirais que c'est plus dans le fait de convaincre au niveau du management. Pour moi, c'est ça qui est une des difficultés. Quand on a forcément au départ un comité de direction qui lance ce trajet de transformation culturelle, puis il y a des changements au niveau du comité de direction qui se passent, et il faut toujours s'assurer que tout le monde suive bien et ait bien envie d'aller pour la suite. Qu'on soit toujours impliqué à 100% dans ce projet. Et aussi peut-être de faire prendre conscience aux gens qui ont parfois l'impression, tiens, ça n'avance plus, il n'y a plus grand-chose qui se passe, qu'en fait, il y a pas mal de choses qui sont devenues normales. Je vais prendre un exemple qui est au niveau du recrutement. Donc avant, on faisait du recrutement de manière très classique. La RH rencontrait le candidat, puis le manager, puis on décidait si on engageait ou si on n'engageait pas. Maintenant, on ne fonctionne plus du tout et plus jamais comme ça. Donc d'office, il y a toujours la RH et le manager qui sont impliqués, mais il y a d'office des collègues qui sont impliqués ou des clients internes, comme on appelle ça. Donc il y a un premier round qui est fait entre la RH et le manager, et puis le deuxième, c'est avec 4-5 collègues, futurs collègues, qui vont non pas tester les compétences métiers, techniques, mais beaucoup plus sur l'aspect comportemental, valeurs, est-ce que la personne va s'intégrer chez nous. Et ensuite, c'est un consensus, c'est tout le monde décide ensemble.
Donc c'est pas le manager qui a le dernier mot, c'est pas la RH qui a le dernier mot, c'est tout le monde. Et on y arrive vraiment. Et on y arrive vraiment. Et ça aide vraiment tant à l'intégration de la personne qu'à la responsabilité multiple. Parce que c'est facile quand il y a quelqu'un qui est engagé et qui ne convient pas. Bah ouais, t'as vu qu'il a encore choisi comme candidat. Voilà. Et ben là, on l'a choisi à 6. Non, là, il y a la question d'une responsabilisation. Voilà. Et donc, si on l'a choisi à 6, on est co-responsable aussi de la décision, du choix. Et heureusement, le recrutement n'est pas une science exacte. Et parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Mais c'est des changements de mentalité, mais qui font que maintenant, les gens disent ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai, on le fait maintenant tout le temps, parce que c'est vraiment ancré dans les mœurs. C'est ça, il a vraiment fallu faire rentrer les façons de faire dans les habitudes des gens. Michel Allais, est-ce qu'il y a aussi un défaut, on pourrait se poser la question, par rapport aux concurrents, aux entreprises concurrentes qui évoluent dans le même secteur que vous? Est-ce qu'à un moment on se dit peut-être que par rapport aux concurrents, on va travailler moins vite, on sera moins... Est-ce qu'on réfléchit comme ça ou en fait, comme c'est vraiment de la cuisine interne à l'entreprise, il n'y a pas d'incidence sur l'extérieur? Je me suis posé la question. Je sais qu'il y a un concurrent qui envisage sérieusement de faire la même chose. Sinon, moi, je suis très serein par rapport à ça. Je pense que, je ne vois pas à l'heure actuelle, dans les équipes qui sont passées en gouvernance collaborative, je ne vois pas de ralentissement de leur activité, je ne vois pas de baisse de la performance, que du contraire. On a une productivité qui est au moins égale, souvent supérieure. On a une satisfaction client qui est significativement en augmentation. Donc, de ce côté-là, une satisfaction personnelle qui doit aussi être... Voilà. Après, des inconvénients, je n'en sais encore rien parce que, soyons francs, il y a 6 mois qu'on travaille et donc c'est un peu trop tôt pour faire un bilan définitif. Par contre, le point d'attention, pour moi, c'est 2 choses. C'est la vitesse de mise en œuvre et la gestion de la transition. La vitesse de mise en œuvre, ça demande un accompagnement et donc il faut coacher les équipes. Ça prend du temps. Et donc, ça prend des ressources. Il faut former les ressources. Il faut définir le modèle et pour une entreprise de près de 2000 personnes, la définition de ce modèle, ça prend encore un peu de temps. Donc voilà. Et si vous voulez, on se trouve déjà aujourd'hui avec la dualité d'une organisation qui fonctionne en équipe collaborative d'une part et d'autre part en pyramide. Et donc comment gérer les tensions qui peuvent naître entre les deux systèmes pendant que les deux systèmes coexistent. Voilà. Et là, je crois que c'est aussi une responsabilité importante du management, de la direction. D'abord, c'est de donner l'exemple et de passer soi-même en tant que direction le plus vite possible dans le mode collaboratif. Et la deuxième chose, c'est d'enlever les freins. Et donc, c'est vraiment un point d'attention majeur ces prochaines semaines, ces prochains mois, c'est d'enlever dans l'organisation tous les freins qui sont pas compatibles avec le modèle de gouvernance. Ça peut être parfois des modèles de décision où il y a des forums qui prennent des décisions financières, structurelles, qui ne sont pas compatibles avec la gouvernance collaborative. Et donc, il faut adresser ce problème dans ces forums. Ça peut être parfois des problèmes de personnes où on dit, voilà, ça c'est quelqu'un qui a certainement une expertise extrêmement intéressante, mais dans son rôle de manager aujourd'hui, c'est un facteur bloquant. Ça ne marche pas, Il faut le changer. Ça peut être des questions de structure. Nous avons fait une adaptation de notre modèle d'organisation. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, en tant que manager, être extrêmement vigilant. Mais je ne suis pas du tout inquiet, que du contraire. Laurent Ledoux, s'il y a des gens qui sont encore intéressés et des entreprises qui veulent mettre en place ce genre de système, etc., il y a des façons de se renseigner là-dessus sur le management collaboratif et notamment ce sommet que vous organisez aujourd'hui. Oui, effectivement. Donc cet après-midi et ce soir, nous organisons un grand sommet. En tout cas, il y aura un bon nombre de personnes et pas mal d'intervenants tels que Michel et Séverine qui vont témoigner de leur expérience de transformation. Et donc on va partager cela dans des ateliers très collaboratifs eux aussi avec tous les participants et il y a toujours moyen de s'y inscrire pour vraiment comprendre
comprendre de l'intérieur comment ça se passe. Et sans tabou, avec une parole tout à fait libre. On n'essaye pas de vendre ce que nous faisons parce que, en fait, ça n'aurait pas de sens de pousser à la vente ce type de management s'il n'y a pas une volonté d'abord du management concerné d'y aller. Donc nous, voilà, on met à la disposition notre expérience. On travaille avec de grands groupes maintenant en Belgique et à l'étranger. Et voilà, il y aura en tout cas une petite vingtaine d'experts ou de managers tels que Michel et Séverine qui seront là pour en témoigner et partager leurs connaissances. Vous voyez une augmentation, une augmentation de l'intérêt, en tout cas, pour ce genre de pratique, là, sur les dernières années Oui, ça se marque très fort pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, complexité croissante des business, désengagement du personnel. Il y a des chiffres alors qui valent ce qu'ils valent. On dit qu'en 2012, il y avait 2% des entreprises dans le monde qui s'intéressaient à ce type de management. Il y en aurait aujourd'hui plus de 8%. Donc vous voyez en quelques années l'explosion, entre guillemets. Nous le sentons puisque nous avons beaucoup de demandes effectivement de groupes pour les accompagner. Je pense que c'est effectivement une façon de gérer les organisations qui va évoluer. Je voudrais juste revenir sur le point des inconvénients. Je n'en vois pas fondamentalement, si ce n'est, et je crois qu'il faut être clair dès le départ, c'est que ce n'est pas compatible avec une vision, je vais dire, ultralibérale du capitalisme, qui voudrait absolument exploiter au maximum... Ça, rentabiliser le moindre chose pour faire le plus de profit. Ça, ce n'est pas compatible. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons vraiment aller dans ce management collaboratif que si on a un réel intérêt pour le bien-être des collaborateurs. Et que ce n'est pas tout ce dont on vient de parler, une manière d'instrumentaliser la démarche pour pouvoir faire encore plus de profit. Au final, aller plus loin. Si on reste dans cette logique-là, ça ne marche pas. Voilà. Et ça peut être un inconvénient pour ceux qui y sont encore, qui restent dans cette logique-là. Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. En forme de conclusion, je vais poser la question à tous les trois. Il ne faudra pas être trop long sur la réponse. Est-ce que c'est l'avenir du modèle entrepreneurial, du modèle de l'entreprise, ou est-ce que c'est comme on le disait tout à l'heure, une lubie qui passera dans 3 mois, que c'est lié à un truc de climat, de génération, etc. Et qu'en fait, dans 2 ans, on ne parlera plus de management collaboratif? Moi, j'en suis persuadée. Que c'est l'avenir? Oui, vraiment, c'est quelque chose qui... Le fait de retrouver du sens dans son job, de se dire tous les matins, j'ai envie d'y aller et pas j'y vais pour avoir mon salaire en fin de mois, pour moi, c'est essentiel pour l'avenir, en tout cas. Et c'est ça qui prouve que c'est l'avenir de l'entreprise. Michel Allais, vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est a priori le modèle auquel tout le monde va plus ou moins se conforter? Je ne sais pas si tout le monde va se conformer à ce modèle. Je pense qu'il y a une évolution, qu'il y a sans aucun doute un phénomène de mode dans la terminologie, etc. Par contre, mettre l'humain au centre de l'entreprise et entreprendre avec beaucoup de respect, comme l'a souligné Laurent, ça, je pense que c'est l'avenir. Oui, celui qui n'a pas compris ça, je pense que dans quelques années, il aura un gros souci. Laurent Ledoux, vous êtes aussi d'accord avec ça? Alors après, je suis d'autant plus d'accord que je pense qu'il y a aujourd'hui, pour beaucoup d'entreprises, un problème d'attractivité des jeunes en particulier, et que ces jeunes sont... Notamment à cause de ça, à cause des conditions de travail, celles qu'on peut s'imaginer à l'avance. Pour vous donner un exemple, au sein de Fusis, nous avons reçu ces derniers mois, sans faire aucune publicité sur ce que nous faisons, plus de 300 sollicitations d'emploi spontanées de gens de très haut niveau, alors que nous ne ferons pas des salaires mirobolants parce que voilà, nous avons décidé en tant que start-up, etc., de fonctionner sobrement. Et bien malgré tout, il y a une demande incroyable. Donc je pense que ça répond à un besoin profond des gens. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ces 3 besoins psychologiques fondamentaux, ils ne datent pas d'hier. Ils sont là au sein de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est notre devoir en tant que manager que d'essayer de donner des espaces de travail qui permettent de satisfaire au mieux ces besoins. Donc ça va rester. Et d'ailleurs, ça existe déjà depuis bien longtemps. Hyacinthe Dubreuil, qui était syndicaliste, un patron de la CGT en France en 1929, a écrit un bouquin, L'équipe et le ballon, qui dessinait déjà les contours du management collaboratif. Ce n'est pas nouveau. Simplement, aujourd'hui, je pense que la pression pour aller dans ce sens-là devient
peut-être de plus en plus grande. Donc ça explique aussi que de plus en plus d'entreprises font ce choix-là. Merci beaucoup à tous les trois. Juste en termes pratiques, s'il y a éventuellement un manager qui veut se renseigner pour aller trouver plus d'infos et pour participer au sommet de tout à l'heure. Vous tapez Fusis Partners dans Google ou www.fusis, donc PHUSIS-partners.com et vous allez trouver les informations pour vous inscrire pour l'événement de cet après-midi et de ce soir. Merci beaucoup Laurent Ledoux, donc managing partner chez Fusis, Michel Allais, député CEO chez Partena Professionnel et Séverine Delouzet, manager relations humaines chez Cofidis Belgique. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Pour Info. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour une nouvelle édition de la matinale dès 6h30. Dans quelques instants, vous retrouvez Anne-Sophie Depeau avec un nouveau flash d'actualité. À tout de suite.